Après la partie occidentale du centre de l'Australie, voyons maintenant les autres régions et commençons par Utopia. Lorsqu'on veut se rendre dans le Queensland à partir d'Alice Springs, il faut emprunter une piste en mauvais état qui, après plus de 250 km, fait son entrée sur les terres de la communauté d'Utopia. Là vivent près de 2000 personnes, locuteurs de deux langues, l'Admatiré et l'Aliaware. Mais contrairement à Yuendumu, Papunya, Balgo ou Kintor, Utopia n'est que le regroupement de très nombreux campements, ou stations. Mais une histoire, une culture commune et des langues proches lient ce territoire. Utopia s'étend sur environ 1800 km² de terre rouge marquée par le spinifex, ses buissons épineux courts, et les eucalyptus superbes, les mulgas, une variété d'acacia, et les rivières asséchées. Les initiés du désert racontent les histoires en traçant avec leurs doigts des formes symboliques sur le sable, récits qui peuvent être profanes ou avoir un caractère sacré. Surtout, elles dansent et elles chantent après s'être enduit le haut du corps, parfois les cuisses, de motifs claniques. Ces peintures corporelles sont au cœur des performances de l'Aweli, serré du rituel associé à la fertilité de la terre. Le cycle cérémoniel de l'Aiwili est une série de rites, chants, danses, motifs peints sur le corps, objets cérémoniels, associés donc à la fertilité de la terre, à la croissance et à l'abondance. Cette connaissance est transmise aux jeunes filles de 8 à 14 ans en général. Durant les cérémonies, les femmes initiées chantent l'histoire du pays qui est célébré, les sources de nourriture qu'on y trouve et qui sont l'émanation des ancêtres. Les motifs des cérémonies inspirent depuis le début de l'introduction de l'art à Utopia. C'est en 1977 que commence l'aventure artistique à Utopia, avec l'introduction du travail du batik. Les femmes, et quelques très rares hommes, trouvent là un moyen de s'occuper et de gagner de l'argent tout en se familiarisant avec les techniques de l'art occidental. La peinture sur toile, malgré quelques expérimentations rares avant, commence à la fin des années 80. Les premières peintures sont souvent similaires au batik produit précédemment, mais les artistes s'adaptent bientôt au nouveau médium et les personnalités fortes émergent rapidement. Le batik, malgré la beauté de certaines pièces et l'originalité de ce travail, garde une connotation d'artisanat et les pièces sont moins faciles à vendre et à accrocher dans un intérieur. La peinture va donc permettre une dynamisation du marché. Le travail sur toile est aussi beaucoup plus facile, plus rapide, et les femmes, comme Émilie Kahem Kouaraye, déjà âgées, avec une vue qui baisse, préfèrent de loin s'adonner à la peinture. Originaire d'Utopia, Katin Petia, ou Katin Pidjara, est née vers 1940 sur ces terres d'Utopia. Durant sa jeunesse, elle parcourt au gré des saisons les vastes territoires de ce qui deviendra la communauté d'Utopia, avec sa famille, toujours à la quête de nourriture et d'eau. Durant cette période de vie nomade, Kathleen incorpore peu à peu les connaissances traditionnelles. C'est sa grand-mère qui commence à l'initier au monde des rêves, notamment celui associé à son lieu de naissance, Atnankere, site du rêve de la vieille femme diabolique des montagnes, ou du lézard Moloch, qui sera plus tard la source principale de ses œuvres. C'est aussi durant cette période que sa famille voit pour la première fois un homme blanc. Ce blanc, ils vont le rencontrer souvent en lui offrant de la nourriture et lui leur donnant des vêtements. Durant cette période de l'adolescence de Kathleen, ses parents vont se mettre à travailler dans les fermes, recevant comme salaire des rations alimentaires comme du sucre et de la farine. Puis la vie de Kathleen change, elle doit se marier à un homme beaucoup plus âgé, comme c'est souvent le cas. D'ailleurs, sa sœur Violette est également mariée au même homme. Et elle préfère s'enfuir. Elle se sépare de cet homme 10 ans plus tard, avec lequel elle aura une fille, Margaret Lloyd Puel, ou Pula. Plus libre, elle se consacre alors à sa famille et se concentre sur ses devoirs en tant qu'initiée. En 1969, les organisations gouvernementales décident d'ouvrir une école à Utopia. La communauté doit son nom à une ferme. En réalité, la terre est assez ingrate et les propriétaires l'avaient ainsi baptisée par humour. L'école se fera dans une caravane et Kathleen trouvera un emploi d'assistante qu'elle occupera pendant près de 20 ans.
En 1979, les accords territoriaux aboutissent à la cession des droits de propriété du territoire d'Utopia à ses gardiens ancestraux. Gloria, la sœur de Kathleen, ira avec d'autres initiés danser et chanter devant le juge pour prouver les connaissances et donc les liens qui unissent le groupe à cette terre. Entre-temps, depuis 1977, suite au succès des premières œuvres d'art produites à Papunya, débute la fabrication de batik puis des peintures sur toile. C'est le début d'une grande aventure qui va connaître un succès considérable, notamment grâce à Minikem et aux sœurs Petiar, donc Kathleen. En 1991, Kathleen rencontre Ray Bimich, un blanc qui loue ses services aux fermes du désert central. Ils vont vivre en couple pendant plusieurs années. Ray va aider à compléter le fond pointilliste des toiles de certains artistes âgés, ce qui est une pratique assez courante dans les années 70-80 et qui perdure parfois. C'est tout à fait admis si le travail se fait sous le contrôle de celui qui détient les droits sur les motifs qui sont peints, et cela se fait généralement uniquement pour le décor pointilliste et non pour les motifs rituels. Cette relation entre Kathleen et Ray semble vouée à l'échec dès le départ. Trop de différences existent entre une personnalité forte, qui est un pilier de la communauté d'Utopia avec un grand sens des responsabilités, et un rêveur amateur de moto. Mais les choses dureront un peu quand même. Ray va aider aussi Kathleen à compléter ses toiles dont les thèmes dépendent directement des trois rêves sur lesquels Kathleen a des droits importants. Le rêve du lézard diabolique des montagnes, ou Moloch, rêve de graines du push et rêve du haricot vert. Cette aide est la bienvenue puisque la technique si particulière de Kathleen, elle emplit sa toile de points minuscules, nécessite beaucoup de temps avant l'achèvement d'une peinture. En 1992, ils sont de passage en Australie méridionale où le couple vit parfois. Kathleen veut alors devenir une artiste réputée et cherche des marchands capables de promouvoir son travail. Il trouve à Adélaïde une personne intéressée qui va commander plusieurs toiles et devenir l'agent de Kathleen. En 1996, la première exposition solo de Kathleen voit le jour. C'est un succès énorme, toutes les toiles sont vendues, mais c'est surtout une grande surprise pour une artiste qui est encore quasi inconnue. La renommée vient la même année. Elle remporte le plus prestigieux prix artistique décerné aux artistes aborigènes, le 13e Testra National Aboriginal Art Award. Ce prix la propulse sur le devant de la scène artistique et médiatique, surtout avec le scandale national suscité par Ray qui prétend avoir peint la toile. En 1998, après enquête, Kathleen est enfin déclarée seule artiste à avoir peint cette toile et peut prétendre au prix. Si la participation de Ray est possible, elle reste mineure et correspond uniquement à une petite collaboration dans l'exécution et non pas dans la création. Ce triste épisode, une affaire nationale, bien que définitivement réglée, plonge Kathleen dans une phase dépressive qui va durer plusieurs mois, mais qui au final débouche sur une période de créativité intense. En 1998, toujours, commence une série de voyages qui l'amènera aux États-Unis, en Indonésie, en Inde, en Écosse, en Irlande ou en Nouvelle-Zélande. Elle est invitée à Los Angeles par Richard Kelton, qui achète des œuvres pour sa célèbre fondation. L'ancêtre spirituel de Kathleen, son rêve principal est le petit lézard appelé Moloch, présent sur les crêtes des sables des plaines du désert et qui, un peu comme un caméléon, peut changer de couleur en fonction de l'environnement. Il faut ici comprendre que l'ancêtre Moloch, un être spirituel protéiforme, a donné vie au petit animal à l'aspect étrange mais inoffensif, sauf pour les fourmis dont il raffole. Son travail est éminemment original. Ses champs de points très fins, aux teintes très étudiées, nous fournissent une vision très particulière de son pays. Son style est très pensé, très élaboré. Ce raffinement pourrait nuire à l'impact visuel. Au contraire, il vient le renforcer. Les très subtiles variations de ton, le rendu à la fois simple et complexe, à la fois hautement abstrait et paysage conceptuel, se référant à un site et à son rayonnement spirituel, son œuvre est inclassable. Et justement, le fait d'être à part, pouvant être lu par un aborigène comme un non-aborigène, qui apprécierait une peinture plaisante, sans signification, sa peinture permet de décloisonner l'art aborigène. Il nous montre aussi toutes les possibilités offertes aux initiés qui sauront maîtriser les possibilités des médiums occidentaux. Pour Kathleen, le batik, la gravure et surtout la peinture acrylique. Le talent de Kathleen transparaît dans deux thématiques dont elle va développer de nombreuses déclinaisons. Les mêmes motifs répétés depuis la fin des années 80 sont aussi renouvelés selon l'humeur. Le meilleur exemple est la série Mountain Devil Lizard.
Kathleen met en exergue ce qui est chargé de signification, ce qui est vraiment important, cette forme en X. Mais le reste de la toile n'est pas pour autant négligé. Le fond très technique est constitué de milliers de points fins pouvant être disposés en spirale, en ligne parallèle ou encore en ligne courbe, qui paraissent plus hasardeuses. Les couleurs, souvent des nuances de brun, de gris, et la structure, une architecture ordonnée, s'allient pour donner des résultats d'une qualité remarquable, d'un équilibre précis qui ont permis à Kathleen de hisser au plus haut niveau l'art aborigène. Mais le raffinement du style ne cède en rien à la valeur symbolique, voire politique. Rappelez-vous que sa sœur Gloria fait partie de ceux qui sont allés danser devant le juge pour récupérer les terres d'Utopia, et cet aspect de lien à la terre est présent dans les peintures de Kathleen. Le grand X symbolise le voyage de 4 rêves qui convergent vers le centre de la toile, parfois souligné par un carré qui figure le terrain cérémoniel, à la fois l'endroit où sont encore présents de la puissance et l'énergie des ancêtres, et le lieu où vont se dérouler les cérémonies. D'un coin jusqu'au centre se trouve un espace délimité par une couleur et un travail particulier. Il représente à la fois une rigole asséchée qui viendra se gonfler d'eau après les pluies et une zone associée à la vie liturgique. Le sentiment de mouvement peut être induit par des rythmes émanant de répétition d'un motif primaire. Chez elle, on a le sentiment que les formes glissent et se déplacent, et il s'agit bien de cela, que ce soit pour évoquer le voyage des ancêtres, ou comme cette autre série de Kathleen, le vent qui vient éparpiller les graines et fertiliser la terre. Quelques bandes fines viennent généralement se placer sur l'un des côtés de la toile, symbolisant les graines, s'arrêtant sur le sommet des dunes ou dans les rigoles. Mais si l'on garde toujours à l'esprit cette idée de niveau successif de lecture, ces lignes évoquent sûrement aussi les peintures corporelles. Cela évoque également de gros plans de ce site, inspirés par les roches comme par les touffes de spinifex et de graminées couvrant cette terre. Bien que toute la famille Petjara, dont Kathleen et Gloria sont les membres les plus éminents, partagent le même thème, chacune des initiées donne une lecture personnelle. La palette change au gré des saisons, mais aussi des envies de l'artiste et juxtapositions de couleurs qu'elle souhaite expérimenter. Les toiles évoquent tous les éléments de ce territoire, du plus petit au plus grand. Dunes, cours d'eau, roches, phénomènes naturels comme les orages, la grêle, les tempêtes de sable, de spinifex, les fleurs qui apparaissent dès les premières pluies, les graines venant s'éparpiller, fertiliser la terre. Tout ça inspire Kathleen et se retrouve sur la toile mêlée. Ce sont aussi les éléments que les ancêtres Moloch ont dû traverser, parfois en plongeant sous terre. Les peintures de Kathleen Petjara sont donc des cartographies symboliques de son territoire, où la terre de ses ancêtres, et surtout l'héritage mythique du temps du rêve, se trouvent intimement mêlés. Ce sont aussi des éléments de l'Aweli qui inspirent Kathleen. Le fond des toiles de Kathleen, empli de points fins avec en général peu de couleurs, a souvent été commenté sans qu'on en puisse dire pour autant le sens que Kathleen lui donne vraiment. De ce fait, le rendu est tel qu'il reprend à la fois les structures minérales, animales et végétales. Il confère à l'ensemble un espace hors du temps, hors du monde, mais il est surtout d'une rare élégance. Tous les aspects de la nature semblent ici concentrés. Il est évident que les peintures dans leur ensemble dépassent très largement le contenu strictement narratif du rêve du Moloch, bien que tous les éléments associés à ce thème s'y trouvent. Ces toiles magnifiques synthétisent les connaissances spatiales et spirituelles, mais transcendent la seule lecture aborigène pour déboucher sur un nouveau langage visuel. Bien entendu, pendant plusieurs années, Kathleen s'est concentrée sur ces deux thématiques, mais elle a donné des variantes singulières et il faut rendre hommage à son sens de l'innovation jusqu'à son décès. Abandonnant presque le point, la sœur de Kathleen Petjara, Gloria Petjara, va créer elle aussi des séries qui auront un succès considérable. Gloria, en tant que boss, la patronne pour les rituels, est l'une des initiées qui contrôle les peintures corporelles lors des cérémonies. Elle s'inspire parfois des motifs dont les femmes ornent le haut de leur corps, mais elle préfère s'affranchir de la tradition. Reprenant un thème que toutes ses sœurs ont peint, le rêve du Moloch ou rêve du lézard diabolique des montagnes, elle en donne une version contemporaine en remplissant toute la surface de petites boucles, de petites lignes tournantes, faites de coups de brosse en arrondi. Ces œuvres ayant rencontré le plus vif succès représentent un tapis de feuilles.
Si au départ les petites touches sont souvent rigides, très vite Gloria met l'accent sur les mouvements souples, amples, du plus bel effet. Gloria traite toute la toile en virgules de couleur, c'est un foisonnement de la vie. Dans cette série, Gloria célèbre l'esprit de cette plante, dans l'espoir qu'elle poussera en abondance car ses feuilles sont comestibles et surtout servent à soigner. Ces connaissances sont transmises par les initiés. Il y a plusieurs années, Gloria utilise une brosse très large pour peindre cette désormais très célèbre série d'Alice Underground. L'aspect est très différent, jouant moins sur le mouvement que sur les transparences et les dégradés de teinte. Lors du Testra Award de 2008, une belle toile de cette série se retrouve sélectionnée en finale. L'aspect novateur des œuvres de Gloria ne doit pas faire oublier qu'elle a joué un rôle spirituel majeur dans tout l'Est du désert. Elle a su constamment renouveler les représentations visuelles traditionnelles, devenant du même coup l'une des artistes actuellement les plus connues du grand public. Ses connaissances tribales, immenses, et son savoir, autant que son charisme, transparaissent à travers ses peintures. Il est à noter que plusieurs artistes peignent aujourd'hui les mêmes thèmes, profitant du succès et de la créativité de Gloria, mais c'est bien elle qui a créé toutes ces séries. Une autre série brillante célèbre la fertilité. Elle a donné lieu à un petit nombre d'œuvres très différentes selon les années. Les coulées de peinture, les giclures et les points grossièrement déposés évoquent le site dont Gloria est la gardienne. Aknankere. Et les brûlis traditionnels, Une autre série brillante célèbre la fertilité. Elle a donné lieu à un petit nombre d'œuvres très différentes selon les années. Les coulées de peinture, les giclures et les points grossièrement déposés évoquent le site dont Gloria est la gardienne, Aknankere, qui est dans le titre de cette série, Aknankere Grows. Plus précisément, cette série évoque les brûlis traditionnels qui ne laissent subsister que quelques brindilles avant qu'on y insuffle de nouveau la vie. La plus subtile nuance de la nature et les plus immatérielles prennent la vie dans sa peinture. Des séries monochromes à des œuvres colorées, là aussi Gloria a tout expérimenté. On peut regretter que les professionnels australiens n'aient pas poussé davantage Gloria à créer des séries originales tant elle est capable d'expérimenter les nouvelles formes. Elle a été souvent copiée, sa série des livres l'ayant été reprise par de nombreux autres artistes, souvent de sa famille. Avant Kathleen et Gloria, Utopia doit avant tout sa renommée à une figure exceptionnelle. Émilie Khem Kouareye, décédée en 1996, et plus tard à une autre femme de la même famille, Minnie Pearl, ou Minnie Pula, selon la prononciation. Physiquement, ces deux femmes ne se ressemblent aucunement. On sent plus de gravité chez Émilie. Chez Minnie, menue, la chevelure hirsute, le poids de l'âge est bien visible. Elle commence à peindre à près de 80 ans. Elles sont cousines par alliance, partagent une culture et une histoire assez proches, même si Émilie a montré dans sa vie plus d'indépendance et de volonté. La rapidité d'exécution autant que l'expression profonde de l'individualité, l'abandon des règles conventionnelles de composition rapproche le style des deux parentes, tout comme la spontanéité dont elles font preuve. Autre point commun, elles construisent leur œuvre comme un vaste ensemble de quelques séries seulement. On retrouve également un socle commun dans les thématiques associées à la fois à la vie profane, a priori des sources de nourriture comme l'igname ou le melon sauvage, et la vie culturelle. Les initiés se peignent donc le haut du corps et les bras pour les cérémonies, et les deux femmes reprendront ces formes dans des séries et seront même la base de l'inspiration pour Minnie Pearl. Au-delà de la simple reproduction de peintures corporelles, elles y ont insufflé une énergie personnelle extraordinaire. C'est que ces peintures sont autant l'évocation d'un ancêtre, créateur du melon sauvage ou de l'igname, que d'un pays, d'une région entière où son esprit, son essence spirituelle sont toujours présentes et permettent à ces fruits ou tubercules de pousser en abondance. Le pays de Minnie est Awenguer. Elle le représente souvent avec de larges cercles, souvent imparfaits, qui donnent un sentiment de vie incroyable. Des séries appelées graines de melon sont juste de petits cercles colorés, multipliés, jusqu'à couvrir la totalité de la toile. Peint avec une petite brosse, où les teintes finissent par se mélanger,
Cette technique apporte souvent des nuances douces alors que Mini utilise des couleurs pures et peut oser les contrastes les plus marqués. Les formes synthétisées de poitrines chargées de peinture corporelle sont agglutinées comme s'il s'agissait d'une photographie prise au-dessus de l'une des cérémonies, avec une prise de vue longue qui prendrait uniquement le haut du corps de ces femmes dansant ensemble, serrées en ligne. Quand elles se mettent à peindre juste des lignes parallèles, des bandes larges, aussi bien juste en blanc sur un fond noir qu'avec des couleurs chaudes, on est excessivement proche de certaines séries d'Emily Came. Jusqu'à la non-régularité, l'arrêt de la brosse, au moment où il faut la recharger en peinture, et où les deux artistes semblent se moquer de la précision du trait, de l'endroit où elles doivent reprendre le trait. On est dans une peinture de l'instant. Emily a connu de nombreuses périodes, bien qu'elle a peint sur toile un nombre restreint d'années, de 1988 à son décès en 1996. Emily puise dans un répertoire de motifs associés à son pays et à de nombreux rêves. Le chiffre de 9 est évoqué en général, même si celui de l'ancêtre Inyam revient plus fréquemment. Quand on lui demandait des explications sur sa peinture, elle sautait sur place et disait « c'est mon pays ». Came signifiait lui-même graine d'igname ou fleur d'igname, et les autres femmes l'appelaient souvent Boss Woman Yam. Les deux grands rêves de cette région sont l'émeu et l'igname. On le voit, pour les initiés d'Utopia, Emily et la terre dont elle est la gardienne, ainsi que la force qui l'habite, celui du rêve d'igname, ne font qu'un. L'individu n'a pas sa place dans l'art chez les aborigènes. Il n'est pas grand-chose. Et pourtant, Emily, par sa puissance créative, interprète la tradition de manière neuve et s'individualise ô combien. Les deux femmes ont su donner vie à des nouvelles représentations, loin de l'imagerie qui colle à l'art aborigène, des petits points, des symboles aujourd'hui connus comme les formes en fer à cheval. Emily a surtout essayé de donner à voir presque des atmosphères, des paysages tout à la fois intérieurs, tout en étant fortement liés à l'histoire spirituelle de cette partie d'Utopia et aux motifs cérémoniels. Ces motifs cérémoniels que Mini répétera presque à l'infini, jusqu'à les faire disparaître, jusqu'à les rendre terriblement contemporains. Lorsque Mini multiplie les formes synthétisées de poitrines de femmes avec leur peinture corporelle, elle ne fait que solliciter la tradition pour la réinterpréter, la recomposer à sa manière, au travers de son inépuisable force vitale. Elle s'éteint à près de 90 ans. Y avait-il, chez Mini, une raison fondamentale derrière ce geste? On ne le saura sans doute jamais. Préservation d'une culture, réappropriation de ses motifs, volonté de montrer d'où on vient, maîtrise extraordinaire de ses dessins sommaires à force de les peindre sur les corps pendant des décennies, et volonté de rendre leur force et leur beauté au travers d'un médium nouveau? Peut-être tout ça à la fois. Envie de montrer sa singularité à des membres d'une famille qui ne compte plus les artistes célèbres? Se singulariser, Emily le fera sans doute encore plus. Les jeunes se moquent d'elle gentiment en voyant ses premières œuvres, mais c'est elle, par sa hardiesse, par le rendu nerveux et pourtant très poétique, la première qui contribuera à briser les frontières entre l'art aborigène et l'art contemporain. Elle aura tout tenté. Dans ses premières toiles, les points sont présents, mais sont là pour camoufler des lignes décrivant le rêve d'Inyam. Les couleurs des points s'inspirent des couleurs du bush à certaines périodes. Puis les points s'agrandissent et seront peints avec une brosse ronde assez large qu'elle viendra écraser fortement après l'avoir plongée dans deux couleurs différentes. Les couleurs viennent se mélanger, plus ou moins selon la pression exercée sur le pinceau, qui retient dans son extrémité proche du manche une réserve de teintes déjà utilisées. Ces toiles sont plus comme des harmonies, un tissu coloré très dense, construit par répétition de touches nerveuses. Viendront bientôt les enchevêtrements de lignes larges colorées ou blanches, et sur fond noir, ou l'inverse, avec le rendu le plus moderne. Elle décrit souvent les réseaux souterrains de racines et de tubercules de l'igname. Certaines portent le nom du rêve de patate douce, d'autres rêvent de la grande écrevisse. La dernière série, très limitée, un peu plus d'une vingtaine de pièces, est juste constituée d'aplats brossés très rapidement. Avec ces deux personnalités hors du commun, on a affaire à des peintures très gestuelles, presque à un style calligraphique, très
très dynamique et au rendu très abstrait comparativement à de nombreuses toiles du désert central. Ces deux femmes, même si c'est encore plus vrai pour Emily Came, outrepassent la convention symbolique et narrative pour déboucher sur un art abstrait. Elles ouvrent la voie à d'autres artistes qui veulent s'affranchir de la pure tradition. Enfin, il faut évoquer le dernier lien unissant ces deux femmes. Minnie aura plusieurs enfants, mais une de ses filles est métisse, fruit d'une union avec un gardien de troupeau. À l'époque et jusqu'au début des années 70, on enlève les métisses pour les élever dans la culture occidentale. Les aborigènes le savent et Minnie décide de confier sa fille à Emily afin que les instances gouvernementales ne la trouvent pas. Malheureusement, cette fille, Barbara Ware, aujourd'hui une artiste célèbre, sera trouvée et enlevée à sa famille. Une fois adulte, Barbara aura la chance de retrouver sa famille après une première recherche infructueuse. Le lien qu'elle entretiendra avec sa mère biologique, Minnie, sera souvent difficile et pour tous, elle deviendra la fille adoptive. Le lien qu'elle entretiendra avec sa mère biologique, Minnie, sera souvent difficile et pour tous, elle deviendra la fille adoptive d'Emily Came. Emily Came est considérée aujourd'hui comme la plus importante artiste femme australienne. Livres et expositions sur sa vie et son œuvre se sont multipliés. Et encore tout dernièrement, des galeries d'art contemporain très prestigieuses la mettent en avant, plus de 25 ans après sa disparition. Et il y a fort à parier que cela ne fait que commencer. Emily reste focalisée sur son pays, sur comment le célébrer par la peinture et non plus seulement au travers de cérémonies. On peut donc dire qu'elle reste fidèle dans une large mesure à la tradition, au monde du rêve, puisqu'elle célèbre cette connexion à son pays, mais son approche esthétique emprunte une nouvelle voie. Elle évoque l'énergie primordiale et la puissance de la nature. Son aura reste grande. Il ne fait pas de doute qu'elle marque de son empreinte les autres peintres aborigènes, même si cette influence est surtout marquée à Utopia. Ainsi, la série Carey Gross de Gloria Pettiar est probablement influencée par le travail d'Emily. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les séries des Bush Plum, des artistes de Camel Camp, toujours sur les terres d'Utopia, chez notamment Kathleen et Polly Engel, ou Nala, sont également émaillées de réminiscences de ces toiles. Plus Emily Came avance en âge, plus elle se libère, comme poussée par une volonté de recréation. Le paradoxe réside dans l'énergie qu'elle déploie pour expliquer que sa peinture est le fruit de la tradition et de l'attachement à sa terre, tout en offrant un regard d'une originalité radicale. Dans sa conception esthétique de la tradition, la référence aux motifs anciens s'estompe peu à peu. Les jeux de couleurs, les recherches graphiques se substituent parfois aux symboles marquant les actions des ancêtres. On est loin du formalisme souvent un peu figé des artistes œuvrant alors dans le désert occidental. Et elle peint beaucoup, mais sur un laps de temps très court. On est dans une peinture de l'urgence qui oscille entre énergie et couleur, entre peinture gestuelle et tradition, dont quelques éléments épars sont visibles sur certaines séries. Il n'y a pas de volonté de plaire, de se conformer aux attentes modernes de la peinture dont elle ignore les codes. Elle obéit davantage à sa personnalité forte, libre. Toutes les taches de couleur sont comme les reflets de l'osmose entre le monde du rêve et le nôtre. Elle insuffle ainsi une part de mystère, de puissance surnaturelle liée à la nature. Elle déstabilise les autres peintres initiés, qui se moquent parfois de son style trop novateur. Emily évoque l'ambiance du désert, du rêve, mais ses peintures sont comme une substance poétique, un langage universel qui permettra justement de toucher un public international. Avant sa mort, Emily a déjà acquis une renommée considérable, mais son importance n'est pas encore mesurée dans sa globalité. Après le décès de Minnie Puer, ses sœurs, Emily, Galia et Molly Puer, reprennent pendant un moment le flambeau et produisent des toiles très intéressantes, quoique moins puissantes. Contrairement à sa sœur, Minnie, Emily Puer va commencer à peindre ses motifs à l'aide d'une seule teinte, puis attendre que cette première couche soit sèche avant de se lancer dans une seconde où elle répète les mêmes motifs et ainsi de suite, 3 ou 4 fois avec des teintes très différentes ou parfois aussi très proches. Après quelques mois où cette technique est employée quasi systématiquement, elle commence à faire ce que Minnie faisait, des mélanges de couleurs sur une même toile en un seul trait. La brosse, souvent plus fine que chez Minnie, donne un côté plus aérien à des œuvres marquées par l'élan. Le côté très gestuel des peintures corporelles est ici parfaitement rendu.
La rapidité d'exécution, autant que l'expression profonde de l'individualité, l'abandon des règles conventionnelles de composition, rapprochent le style des parentes. La spontanéité dont elles font preuve aussi. Les sœurs Puerl ont su réinterpréter un thème très présent chez les artistes d'Utopia, celui des peintures corporelles. Pour mesurer l'écart entre le style libre calligraphique des sœurs Puerl et d'Emily Came et celui plus classique d'une majorité des peintres d'Utopia, voici quelques exemples. Souvent, les autres toiles montrent de façon réaliste les poitrines des femmes initiées. Une autre peintre de la famille, Abiloy Kemare, la petite-fille de Kathleen Pétiard, est parvenue avec un énorme succès public et critique à donner une nouvelle lecture à des thèmes connus. Abby naît probablement en 1971, 72 selon d'autres sources. Si la petite-fille de Kathleen a profité de la notoriété de sa grand-mère, Kathleen acceptant facilement de se déplacer pour peindre en résidence ou pour l'inauguration d'expositions, elle se fait alors accompagner par Abiloy qui travaille et expose dans les mêmes galeries prestigieuses. Elle a su créer son propre style et bâtir une carrière basée sur son propre talent. C'est qu'Abby est très douée techniquement. Elle peut se saisir d'une série vue chez d'autres artistes de son entourage et la réinterpréter jusqu'à ce que l'influence ne soit plus nettement visible. Les motifs de son Bush and Dreaming sont les plus célèbres avec ses motifs floraux. Le travail méticuleux du fond, peint avec une brindille, ou un pic à brochette, ainsi que la structure, le dessin qu'elle forme, peut faire penser à la série Mountain Devil Lizard de Kathleen, tout en ayant un côté personnel. Le Musée des Confluences, à Lyon, a choisi d'illustrer la couverture de son livre sur sa collection d'art aborigène par une œuvre d'Abby. Des motifs floraux exécutés avec une grande finesse. Ils peuvent partir du centre, donnant un effet vibratoire très intéressant, ou au contraire, partir dans toutes les directions, stimulant notre regard. D'autres séries sont constituées de lignes en mouvement formant un treillis. Les points, très fins, apparaissent à l'intérieur des carrés et rectangles que les lignes qui se croisent forment. Cette série est inspirée des peintures corporelles. Ces points, d'une finesse rare, se retrouvent sur une autre série constituée de carrés parfois monochromes, parfois colorés. Au lieu d'être à l'extérieur de ces motifs géométriques, comme c'est le cas chez les autres artistes aborigènes, ils sont placés à l'intérieur. Ces 4 séries forment le gros de la production d'Abby, mais elle est capable de produire des choses très différentes, souvent étonnantes et de grande qualité. Abiloy Kemare partage une très grande maîtrise technique et une capacité incroyable à peindre avec des styles variés avec une autre peintre d'Utopia, Anna Price Pétiard. Anna est née vers 1965. Sa famille compte des membres éminents du mouvement artistique aborigène comme sa mère, Glory Ngala. Glory Ngal ou Glory Nala. Mais elle a aussi des liens de parenté avec Emily Came. Anna s'est certainement appuyée sur ces exemples pour peindre, car Glory Ngal, mais aussi, nous l'avons vu, Emily Came, sont célèbres pour la grande liberté dont elles font preuve, puisant parfois dans la tradition la plus orthodoxe et innovant parfois franchement, basculant alors dans la création contemporaine. Anna est ainsi, elle part de la tradition, mais cherche constamment à donner une lecture personnelle, comme c'est le cas dans la série la plus recherchée chez elle, série décrivant des lacs de sel, la terre craquelée, l'eau et sources de nourriture. Les bons connaisseurs de ce mouvement pictural savent que lorsqu'un peintre aborigène connaît un vrai succès, il peut arriver que certains membres de sa famille s'inspirent de lui et déversent sur le marché des toiles très proches, souvent trop proches, soulignant le fait que l'inspiration ne touche pas tous les artistes. Nous sommes rarement dans la copie pure, mais la ressemblance est frappante. L'excuse est toute prête. Les artistes partagent les mêmes droits sur les mêmes thèmes. C'est sans tenir compte de l'interprétation de ce thème. Dans l'entourage souvent proche d'Anna Price, on trouve ainsi d'autres peintres dont la production se rapproche beaucoup de la sienne. Sa fille, Naomi Price, a su ne pas tomber dans ce piège. Pour ce faire, elle a pris le contre-pied de sa mère.
Anna peint souvent avec des points blancs sur un fond noir. Naomi va utiliser une gamme très large de teintes. Elle atténue l'effet des couleurs, elle donne de la nuance en combinant deux teintes pour peindre chaque petite zone. Le résultat est très convaincant. Une autre peintre de cette zone a trouvé une voie personnelle pour décrire son rêve, le rêve d'Inyam. Jenny Mills Puerl, ou Jenny Mills Pula, est née en 1965. Elle est la fille de Dolly Mills, la nièce du regretté Greenie Purvis Petiard, initié hautement respecté qui détenait des droits importants sur le rêve d'Inyam. Parmi les autres membres de la famille figurent les artistes mentionnés un peu plus avant dans ce film. Parmi les autres membres de la famille figurent des artistes déjà mentionnés dans ce documentaire, Emily Kem, Gloria et Kathleen Petiard. Jenny mène une vie traditionnelle à Utopia en tant que guérisseuse traditionnelle, fournissant des conseils, des médicaments naturels aux habitants de sa communauté. Elle peint l'histoire d'Anati, l'Inyam sauvage. Pour cela, elle charge la brosse avec de nombreuses nuances de couleurs. Elle peint alors des petites bandes qu'elle entoure de points très fins. Ce style lui a permis de se faire un nom. Elle est l'une des rares artistes à travailler en véritable atelier. Plusieurs membres de sa famille réalisent les œuvres sous son autorité. Elles seront pour la plupart vendues sous son nom. Nous touchons là un point épineux de ce grand mouvement artistique. Cette pratique est très loin d'être courante, mais elle touche, semble-t-il, davantage les artistes d'Utopia. Le plus souvent, les peintres âgés se contentent d'être aidés pour peindre le fond pointilliste lorsque cela devient difficile pour eux. Mais comme pour Jenny Mills, la peinture peut être réalisée par un autre membre de la famille sous le contrôle du principal détenteur des droits sur la thématique, qui se trouve bien souvent être le peintre le plus connu. La peinture est mise au crédit de ce dernier. Je le répète, cela n'est pas courant, mais on peut même avancer l'argument que cela est une chose normale pour les aborigènes, puisque lors des cérémonies, la réalisation des peintures, des danses, des chants, tout se fait en commun. Mais il ne faut pas prendre les aborigènes pour des imbéciles. Lorsque la toile n'est pas peinte par eux, ils savent que le monde occidental va mal le prendre. Ceci dit, cela est rappelé bien souvent dans les articles par certains marchands qui insistent sur ce point, volontairement, en parlant de faux. Ce ne sont pas à proprement parler des faux, même s'il en existe aussi, mais en très petit nombre, surtout au regard des autres marchés de l'art. Par contre, que Damien Hirst, Jeff Koons et de nombreux artistes contemporains occidentaux fassent de même, utilisent des ateliers pour la réalisation de leurs œuvres, cela ne choque personne. Cela ne fait guère de bruit et ne gêne pas le marché. On le voit, il existe encore un grand pas à franchir avant que les artistes non occidentaux ne soient perçus et jugés avec un regard non biaisé. Pour notre part, nous veillons à avoir des peintures réalisées par la main même de Jenny Mills. Gracie Morton Puerl, ou Gracie Morton Pula, née en 1956, peut aussi parfois se faire aider par ses filles, surtout l'âge avançant. Elle est aussi capable de peindre dans des styles variés. Le public apprécie tout particulièrement ses rêves de prune sauvage. La prune sauvage est un thème important des initiés de la région d'Utopia. Les femmes célèbrent ce rêve au travers de cérémonies pour assurer sa germination perpétuelle et revivifier le lien avec ses ancêtres prunes sauvages. Le fond est constitué d'un amas de points très fins, serrés. Cette technique est surtout visible chez les peintres de la communauté d'Utopia. Elle est essentiellement la marque des femmes, même si certains hommes utilisent aussi ces points très fins. C'est le cas chez Sandy Hunter Petiard, né en 1953, un homme élancé au charisme évident. Ses œuvres sont caractérisées par une grande symétrie caractéristique du travail des hommes des groupes Ian Mattiere et Aliaware. De larges motifs entourés de ces petits points réalisés avec des épines de spinifex, ou désormais assez souvent avec des pics à brochettes. Cowboy Louis Puerl est né en 1941 sur les terres d'une ferme située aujourd'hui sur la communauté d'Utopia. Très bon bouvier, de même que tous les hommes de la famille, aimant porter des chemises de cow-boy, des bottes et un chapeau, il devient Cowboy Louis. Cowboy vit maintenant sur le campement de Mosquito Bord, toujours à Utopia.
même s'il bouge beaucoup. Il y vit avec ses 2 femmes et ses sœurs, Carole et Elisabeth Coirrier. Cowboy est le frère cadet de Louis Puer, aujourd'hui décédé, qui était également un artiste bien connu et le dépositaire de droits importants sur plusieurs sites sacrés sur le même territoire. Ses sites et ses rêves principaux sont moins significatifs que ceux de Louis, mais plus variés. Cowboy a été encouragé à commencer à peindre par Louis et, dans certains cas, à dépeindre certaines histoires sous son autorité. C'est ce qui s'est produit en particulier lors de travaux ultérieurs, où Louis a donné à Cowboy la permission de peindre au sujet des cérémonies d'initiation des hommes dont Louis était responsable. Cependant, Cowboy décrit principalement les lieux de nidification de la pintade sauvage, le bush turkey, et les voyages de cet animal tout en recherchant la nourriture, en s'accouplant et en prenant soin de ses poussins. Dans son rêve, l'ancêtre pintade, le rêve pintade, se promène dans des terres en laissant des traces entre et autour des points d'eau. Dans ses peintures, ces traces sont représentées par des lignes en pointillés et les points d'eau sont représentés par des cercles géométriques. Cowboy décrit donc le voyage de la pintade dans ses peintures et ses fonctions cérémonielles assurent la continuité de l'espèce. Cet animal est également une excellente source de nourriture. Mais Cowboy peut également peindre d'autres thèmes, comme le lizard dreaming ou le lemur dreaming, ainsi que des bush tucker dreaming. Ses œuvres sont des cartes narratives avec lieux et déplacements des ancêtres. Il continue de peindre avec des points très fins, chose rare pour un homme, d'autant plus qu'il n'est plus très jeune. Geneviève Loy Kémaré, sa fille, est née en 1982, tandis que sa mère est Carole Cunotte Coirrier, elle-même fille de Nancy Cunotte Pétiard, décédée tristement en 2010, et Nancy était la sœur de Kathleen et Gloria Pétiard. Geneviève est également liée à Abby Loy Kémaré, l'artiste émergente, talentueuse et passionnante, grâce à laquelle Geneviève a reçu des conseils sur la meilleure façon de mettre en avant ses connaissances au travers de l'art. Geneviève se focalise sur les traces de la pintade alors qu'elle cherche des graines et d'autres plantes tout en se dirigeant vers le point d'eau. La finesse de son travail, la recherche, l'esthétique faisant le lien entre la tradition pure et l'art occidental ont contribué à son succès. Peu d'hommes de cette zone sont connus du grand public, contrairement au désert occidental. On peut citer Greenie Purvis Pétiard et Lindsay Bird. Et surtout, Kumbiji Coirrier, le frère d'Emily Came, a connu un vrai succès dans les dernières années de sa vie. Pour montrer 2 autres pièces qui résumeraient parfaitement le style des peintres hommes à Utopia, avec une symétrie plus ou moins marquée, nous pouvons opter pour 2 initiés hautement respectés, Henry Dixon Pétiard, né en 1954, et plus connu des Français, car le musée du Quai Branly et celui des Confluences à Lyon possèdent des œuvres de lui, Dave Poelros, dit aussi David Poelros, né vers 1928 ou dans les années 30. Kumbiji Coirrier est né vers 1928. Il est le frère cadet d'Emily Came. Kumbiji possède un style très personnel et ses œuvres sont recherchées des amateurs d'art aborigène. Il est le gardien du rêve de l'émeu, qui sera sa source quasi exclusive d'inspiration jusqu'aux années 2000, où il se lancera peu à peu dans une production plus contemporaine dans l'aspect et sans doute s'éloignant un peu de la tradition. Il s'agit alors plus d'une peinture cherchant à capter l'atmosphère du désert. Il nous quitte en janvier 2017. Cependant, il est nécessaire de faire un tri dans sa production. Les œuvres anciennes où des points très colorés viennent souligner les motifs anciens sont les plus intéressants, mais sont assez rares. Dans les séries constituées d'aplats, il faut rechercher les toiles avec les plus beaux effets de transparence. Cette production est assez abondante, mais la qualité est en dents de scie. Le style de cette communauté est moins marqué que dans les autres communautés aborigènes célèbres comme Yuendumu, Kintor ou Balgo. C'est que les artistes vivent en général dans des petites structures de 20 à 100 personnes éparpillées sur une grande superficie. À chaque structure apparaît un certain style, encore que les expérimentations y soient plus nombreuses qu'ailleurs. Les artistes de Camel Camp à Utopia
couvrent souvent leur toile de minuscules points colorés, déposés à l'aide d'une brindille ou d'un pic à brochette, qui symbolisent leur pays, les sites avec lesquels ils ont un lien spirituel. Ce mouvement crée une résonance, un rythme contemplatif, une sensation visuelle qui évoque les nébuleuses célestes, des nuages vaporeux ou tout simplement le désert après la pluie et la fertilité de la terre. Pour généraliser, on peut dire que ce sont les femmes qui sont chargées de réaliser les cérémonies de fertilité. Cette variation du rythme des points laisse apparaître la structure du paysage, mais évoque tout autant la présence des ancêtres et leur action. Plus qu'un paysage réel, il faut y voir les traces du rêve, dimension sacrée des aborigènes et l'ambiance particulière de certains sites. Les trois sœurs, Kathleen Engel, ou Kathleen Nala, Polly et Angelina, ont bâti leur solide carrière sur ce style, chacun à leur façon. Comme la plupart des aborigènes qui ont vécu une partie de leur vie sans contact avec l'homme blanc, on ignore la date de naissance de Kathleen Nala, ou Kathleen Engel, mais on suppose qu'elle est née entre 1920 et plus certainement 1940. Les œuvres de grande qualité de Kathleen Engel sont recherchées et malheureusement rares sur le marché, cet artiste ayant moins produit que la plupart des autres peintres de sa renommée. Ses toiles sont un mixte entre les connaissances traditionnelles de son pays, c'est-à-dire la terre dont elle était la gardienne spirituelle, en l'occurrence Alpara, et une expression plus personnelle. Des milliers de points sont déposés sur la toile, très souvent des points colorés, que Kathleen recouvre ensuite de points blancs, qui laissent apparaître le fond coloré uniquement par intermittence et comme par transparence. Ces points décrivent la flore, la géographie du désert dans la région de Alpara et les sites sacrés associés aux rêves de prunes sauvages. Il s'agit souvent d'œuvres très poétiques. Sa sœur, Polly Engel, a emprunté la même voie, mais elle a remplacé les blancs par des oranges jaunes. Polly, en toute fin de carrière, s'installe à Alice Springs et peint à la brosse en utilisant un large éventail de couleurs. Pour nous, il s'agit de peintures d'un intérêt bien moindre que les toiles plus anciennes, qui sont définitivement à privilégier. Enfin, évoquons les régions les plus à l'est de cette célèbre communauté d'Utopia. Le style des artistes de cette région est très particulier. Ils décrivent des paysages avec des milliers de petits points et en faisant varier les perspectives, mais le tout d'une façon réaliste, alors que les artistes aborigènes du désert peignent en général de façon très symbolique. Ces artistes montrent ainsi la connaissance de leur environnement et la relative abondance d'une région qualifiée de désertique, en fait semi-aride. Et par-dessus tout, ils prouvent leur attachement à cette terre et aux sites sacrés dont ils sont les gardiens. « Je viens de là », dirait-il. La très grande majorité des pièces puisent très directement leur inspiration de la fertilité du bush et met l'accent sur les plantes médicinales. Ce style est ancien et apparaît dès les premières œuvres sur toile. Mais il se codifie en quelque sorte pour donner vie à des séries colorées, vibrantes. Le centre d'art chapeautant cette zone va changer sa gestion il y a quelques années. Il a privilégié une poignée d'artistes, juste quelques-uns, doués. Et il en résulte une augmentation globale de la qualité et du coup une multiplication des expositions. Même si pour le moment aucune individualité se distingue vraiment, capte l'attention des jurys des grands prix artistiques, des institutions ou des grands collectionneurs, le soin porté à la réalisation des toiles et le résultat plaisant contribuent à renvoyer une très bonne image à tout le mouvement artistique aborigène. On peut péjorativement voir dans une partie de cette production des œuvres décoratives. Ce serait là un jugement trop rapide. Et quand la qualité et la sincérité sont là, l'aspect décoratif n'est-il pas aussi un atout ?